Il s'appelait comment le mec de hier? Ocil, non, il s'appelait comment? Mobile? Olil? Massil? Micode. Comment blanchir de l'argent? Ce soir, enjoy, après le stream. C'est un record en Europe. En Espagne, la police a annoncé la saisie de 25 millions d'euros en liquide contre le plus important réseau de blanchiment de fonds en Europe. Les pirates, les trafiquants de drogue et... Allez, les gars, je dois me focus. Cette vidéo, je dois comprendre, ok? Tous les criminels partagent un sujet de préoccupation. Ils doivent dissimuler l'origine illicite de leur argent. Ils doivent le blanchir. On a généralement une vague idée de comment ça se passe, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Pour vérifier ça, on a épluché des livres d'experts, déniché des dossiers d'instruction du FBI et monitoré des dizaines de forums sur Telegram, et on a découvert des méthodes qui frôlent le génie. Ça commence avec des combines artisanales comme des faux gains au PMU ou des chaînes de kebab, puis il y a l'utilisation de marchés parallèles comme les casinos. Des chaînes de kebab? C'est ça que tu fais? Ça que tu fais, Zach? Ça que tu fais, Zach? Ou les cryptos. Le chat, j'ouvre mon kebab! Et ça finit par des réseaux complexes de milliers de sociétés fictives conçues par des experts sortis d'Harvard. Laissez-moi vous présenter l'iceberg du blanchiment d'argent. Si vous êtes une petite frappe de l'arnaque au SMS et que vous obtenez des virements frauduleux, il y a une première question qui se pose. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent directement sur votre compte perso, sauf si vous voulez que la police sonne chez vous. Alors, à qui l'envoyer? Pour répondre à cette question, ce qui nous a paru le plus évident, c'est d'aller voir à un endroit que on connaît bien, les boucles Telegram des cybercriminels. Dans ces conversations, on a notamment trouvé des e-books qui sont de véritables manuels du blanchiment. En général, ils s'accordent sur une stratégie qui permettrait d'ouvrir des comptes en banque sans jamais utiliser son vrai nom, le vol d'identité. La première étape, c'est de récupérer des photos de pièces d'identité. C'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Ils vont par exemple mettre une annonce de location d'appartement sur Le Bon Coin et ensuite exiger de tous les candidats une photo recto verso de leur passeport. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours mettre un filigrane sur ces documents. Si vous voulez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, une pièce d'identité volée, ça va pas suffire. Les banques appliquent désormais ce qu'on appelle le Know Your Customer, des contrôles toujours plus stricts qui exigent par exemple que vous vous preniez en vidéo avec votre webcam. Ça paraît difficile à contourner. Sauf que il y a des petits malins qui ont examiné à la loupe les protocoles de toutes les néobanques et ils ont trouvé des failles. Ce guide, par exemple, détaille toute une méthode pour tromper Lydia. Vous chargez la pièce d'identité volée et un selfie que vous aurez aussi demandé à votre victime sur Le Bon Coin, et ensuite, vous êtes censé vous filmer. Mais au lieu de le faire, vous allez contacter le service client et dire que votre caméra est cassée. Et là, visiblement, ils vont vous dire « Ok, à la place, vous nous envoyez un justificatif de domicile. » Vraiment le truc le plus facile à trafiquer. Ils changent le nom et l'adresse sur une facture, et c'est banco. Eh? Bon, naturellement. Attendez, je prends des notes. Je prends mon bloc-notes. Si on vous parle de cette technique, c'est qu'elle ne fonctionne plus. Mais vous voyez l'idée. On va surtout apprendre plein de trucs sur la finance. Et démystifier la finance, c'est exactement l'objectif de notre partenaire du jour, Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque qui est en train de tout les jours, a priori, personne sur la boîte aux lettres. Ensuite, pour ouvrir, donc, dormir dessus, parce que réussi à obtenir un virement frauduleux dans une interview non répertoriée. Le lien est dans la description. On revient à nos amateurs du crime qui tentent d'ouvrir des comptes bancaires. Mettons que vous ayez réussi à obtenir un virement frauduleux sur un compte bancaire, qu'ils appellent aussi un bank drop. Ça n'est que la première étape. En fait, vous pouvez pas laisser l'argent dormir dessus parce que dans les heures qui suivent, les banques vont communiquer entre elles et le compte va être gelé. Donc, les scammers anticipent en se procurant des cartes de crédit pour retirer du cash le plus vite possible. Bien sûr, ils la font pas livrer chez eux, mais à l'adresse d'un appartement ou d'une maison inhabitée. Par
exemple, ils identifient un bien sur le site d'une agence immobilière et ils vont mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Ensuite, pour ouvrir cette boîte, ils font comme tous les postiers et les livreurs, ils achètent une clé passe-partout à 15 balles. Si on se projette un peu, on peut s'imaginer. Ça existe, ça? 15 euros? Attendez, je suis sur Amazon. Imaginez qu'avec cette méthode, il est possible d'engranger chaque mois entre 2 et 3 000 euros en cash. Et ce qui est bien avec les espèces, c'est que c'est intraçable. Si vous jouez profil bas et que vous vous contentez de l'écouler dans la vie de tous les jours, a priori, personne ne va vous poser de questions. En revanche, si votre chiffre d'affaires décolle, vous allez avoir un problème. Les piles de cash vont s'accumuler sous votre lit. Et si la mauvaise personne tombe dessus, ça va chauffer. Alors, vous pourriez être tenté d'enterrer tout ça au fond du jardin pour préparer votre retraite aux Bahamas. C'est notamment la stratégie qu'a adoptée Pablo Escobar, le patron milliardaire du cartel de Medellín. Pour dissimuler ses milliards, il avait demandé à des sous-fifres d'enterrer des sacs de cash aux 4 coins de la Colombie. Mais quand ces derniers revenaient, Pablo les faisait pointer leur cash sur une carte et ensuite... Comme ça, il était le seul à savoir où se trouvaient tous ces trésors. Il stockait aussi des tonnes de cash dans des entrepôts. Mais ce que raconte son frère, c'est que c'était vraiment pas la panacée. L'humidité, les insectes, les intempéries faisaient moisir les billets. Et il y avait aussi les rats, qui à eux seuls grignotaient 10% des dépôts. Donc, stocker du cash, ça paraît pas si malin. Une meilleure idée, ce serait d'injecter discrètement cet argent sur vos comptes bancaires. Comme ça, vous pourriez épargner et faire des achats plus intéressants. Mais attention, les banques surveillent très attentivement les dépôts en cash. Très vite, elles vont vous demander un justificatif qui prouve l'origine des fonds, comme par exemple un certificat de vente d'un bijou. Et si elles ont le moindre doute, elles vont remplir une déclaration de soupçon, une note directement transmise à l'Agence française anti-blanchiment. Pour contrer ça, les criminels ont adopté une autre technique popularisée par Pablo Escobar, le schtroumpfage. Ça consiste à fractionner une somme importante en de multiples versements sur de nombreux comptes pour passer en dessous des écrans radars, comme des petits schtroumpfs. Typiquement, les dealers utiliseraient leur famille élargie pour ouvrir des centaines de comptes. Mais ça, est-ce que ça peut marcher longtemps? Selon le juge d'instruction, les parents de Farid ont une capacité d'épargne très forte, sans rapport avec leur train de vie. D'ailleurs, entre 2006 et 2010, les revenus déclarés les rendaient souvent non imposables. Aujourd'hui, les banques s'appuient sur des logiciels très performants pour identifier des patterns de schtroumpfage. En réalité, si vous voulez déposer de grosses sommes sans éveiller les soupçons, il n'y a qu'une solution. Il faut pouvoir justifier son origine. Ce qui est compliqué, c'est que c'est de l'argent volé, donc vous ne pouvez pas dire la vérité. Mais il existe des techniques ingénieuses pour tromper les banques, comme par exemple les faux gains au jeu. C'était notamment la méthode préférée du dernier parrain français, Francis le Belge. Vous passez votre journée au PMU et quand il y a un champion qui remporte un gain, vous lui proposez de racheter son ticket moyennant une petite commission. Quand vous retirez votre gain sur la borne de paiement, vous allez obtenir un magnifique tampon de la Française des Jeux. En 2017, on a découvert qu'une bande criminelle avait poussé cette stratégie à un niveau industriel. Ils avaient créé un réseau d'une centaine de complices, tous installés dans des PMU, et ils rachetaient les tickets gagnants à l'appel. Bon, par contre, ils envoyaient tous les tickets dans un seul bar tabac à Aulnay-sous-Bois pour être encaissés. En gros, chaque semaine, on assistait dans ce PMU à des gains de plusieurs milliers d'euros. Autant vous dire que ça a fini par se voir. Une autre combine encore plus efficace, c'est la fausse vente aux enchères. Disons que vous voulez déposer à la banque 10 fois plus d'argent, par exemple 90 000 balles. D'abord, vous allez mettre aux enchères un objet d'art, un masque aborigène. Ensuite, un complice va participer à la vente et surenchérir jusqu'à proposer un prix démesuré sur lequel personne ne peut s'aligner. Déduction faite des frais du commissaire-priseur et de la commission du complice, vous pouvez désormais justifier un dépôt de 90 000 euros. Et bien sûr, votre masque aborigène, il reste à la maison. Selon certains experts, le marché de l'art contemporain serait surévalué de 20% juste à cause du blanchiment. Et si on regarde un peu les ventes de ces dernières années de près, il y en a qui sont quand même très bizarres. En 2014, un tableau de Bilal estimé 80 000 euros est vendu 158 000.
Pire encore, en 2005, un propriétaire mystérieux propose à la vente le baiser de l'hôtel de ville, estimé à 20 000 euros. Il est vendu le lendemain 184 960 euros. Un peu bizarre quand même. C'est des techniques qui fonctionnent, mais attention, les criminels ne doivent pas en abuser. Parce que s'ils déposent des grosses sommes alors qu'officiellement ils ont peu de revenus, il y a un autre acteur qui va se poser des questions, c'est les impôts. On a déjà commencé à faire tourner un certain nombre d'algorithmes sur les particuliers, notamment sur effectivement des entre guillemets anomalies de train de vie. Ils doivent absolument donner l'impression que cet argent est gagné de manière légitime. Et pour faire ça, il existe en fait une méthode diabolique, c'est de créer des entreprises de façade. Des coiffeurs, épiciers, kebabs, des dizaines de petits commerces. Voilà, Là, je suis en train de noter. voisisserie. Pardon. Sur une kebab, C'est de créer des entreprises de façade. des coiffeurs, épiciers, kebabs, des dizaines de petits commerces les uns à côté des autres, sur une même rue, fermés, en pleine journée. Aucun client. Vous avez une épicerie, enfin 2 épiceries, un salon bar à chicha qui voisine avec de la grillade à emporter. On a encore des tacos, tout est fermé. Encore une épicerie, c'est la 3e en l'espace de 25 mètres. Voilà. Et c'est là où on commence à avoir un certain soupçon d'argent sale et de blanchiment. Vous ouvrez un commerce qui brasse du liquide et dans votre chiffre d'affaires mensuel, vous intégrez discrètement votre argent sale. Dans le fond, vous n'avez même pas besoin de créer une activité rentable. Mais si vous voulez gérer votre business comme un homme d'affaires, vous allez devoir tenir ce qu'on appelle une double comptabilité. D'un côté, vous tenez une compta secrète qui distingue les flux d'argent sale et d'argent propre, et de l'autre, une comptabilité officielle que vous présentez aux impôts et aux URSSAF. Et dans cette dernière, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de négliger les charges d'exploitation. Il faut absolument que les charges soient cohérentes avec le chiffre d'affaires. Si vous vendez des kebabs à 5 euros et que vous déclarez 300 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, ça veut dire que vous avez vendu 15 000 sandwichs. Donc il faut que vous ayez acheté 15 000 pains. Beaucoup se font avoir comme ça. Avec tout ça, si vous n'avez pas encore de scrupules, vous vous retrouvez à la tête d'une vraie PME criminelle. Petit à petit, vous allez pouvoir acheter des restaurants, des entreprises du BTP, des supermarchés, tout un réseau de commerce qui vous permet de blanchir toujours plus d'espèces. Mais si vos revenus continuent d'augmenter, il y a un moment où les méthodes traditionnelles ne vont plus suffire. Il va falloir passer au montage financier. Disons que vous délaissez les arnaques. Code, il a un restaurant? Demande pour un pote. Juste pour savoir. Non? Ok. SMS pour des escroqueries plus lucratives, comme par exemple du phishing ciblé ou des arnaques au président. Là, vous allez obtenir des virements 100 fois plus gros. Et malheureusement, un virement de 100 000 euros d'une entreprise vers individuel Lydia ou PayPal, ça ne va pas passer. C'est trop grillé. La banque émettrice va le marquer comme douteux et le suspendre. Non, si vous voulez que votre virement échappe à la détection, il faut que votre compte en banque soit plus rassurant et qu'il provienne d'une grande banque traditionnelle. Le problème, c'est que dans ce... Merci Inception. Oh non, la pub. Putain, la pub. Ça y est, la pub. C'est qu'une minute, ça va. Les gars, je sais ce que ça va être mon prochain business, le chat. Mais je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, les gars. Depuis jeune, je voulais ouvrir mon propre kebab, moi, de base. Ou un bar à chicha, ouais. Il y a un monde, hein. Petit bar à chicha. Merci Calibor. C'est bon? Allez. Ce genre d'établissement, c'est quasi impossible d'ouvrir un compte en usurpant une identité, sans se rendre physiquement à un guichet. Alors, comment faire? Eh bah, il existe une alternative qui consiste à recruter une mule financière. Une mule, c'est quelqu'un qui va prêter son compte pour faire transiter de l'argent. Bon, clairement, personne n'accepterait de faire ça connaissance de cause. Quand l'entreprise va s'apercevoir qu'elle s'est fait déposséder, elle va appeler sa banque et la première personne chez qui la police va toquer, eh ben c'est la mule. Elle risque l'interdit bancaire, 375 000 euros d'amende et 5 ans de prison. Donc les criminels ne sont pas fous.
et ne jouent pas carte sur table. Ils utilisent de la manipulation. Une stratégie classique, c'est l'arnaque sentimentale. Vous séduisez un célibataire frustré sur internet, vous tissez une relation avec lui et vous résistez à la tentation de lui soutirer de l'argent parce que vous voyez plus loin. Pendant des années, vous allez pouvoir lui demander des petits services à base de transfert. Par exemple, une femme raconte qu'elle était persuadée d'avoir une relation à distance avec la star Tyler Perry. En réalité, c'était une arnaque qui a duré 13 ans. Mais bon, l'arnaque sentimentale, c'est quand même laborieux. Alors si vous n'êtes pas un brouteur dans l'âme, il existe une autre stratégie plus subtile qu'on a découvert, les fausses offres d'emploi. Les criminels vont ouvrir un poste de chargé d'affaires financières, rémunéré 5 000 € par mois. Une fois recruté, l'heureux élu va probablement réaliser que son emploi se résume à passer des ordres de virement, mais avec le salaire qu'il gagne, est-ce qu'il a vraiment intérêt à se poser des questions? Malgré tout, si vous en restez là, vous allez probablement vous casser les dents. Parce que les banques sont de plus en plus suspicieuses sur les virements de comptes d'entreprise vers des comptes individuels. Pour tromper leur vigilance, il faut aujourd'hui aller encore plus loin et utiliser une société écran. Trouvez-vous un pays où on peut créer une entreprise de manière anonyme, comme par exemple l'État du Delaware. C'est leur spécialité là-bas, il y a 2 millions d'entreprises pour 950 000 habitants. Il y a même une adresse qui héberge carrément 300 000 entités. Ensuite, nommez à la tête de votre boîte un mandataire, un homme de paille qui va gérer l'entreprise en votre nom. Faites-lui ouvrir un compte bancaire professionnel en France et vous aurez un bank drop des plus crédibles. Naturellement, depuis ce compte, vous n'allez pas pouvoir retirer 100 000 € en cash. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est une chaîne de virements. Vous allez fractionner l'argent sale sur une multitude de comptes dans un réseau suffisamment touffu pour perdre les enquêteurs. Pour construire ce montage, vous devez recruter des dizaines de nouvelles mules à la tête d'autant de sociétés fictives. Une tâche extrêmement chronophage que vous ne pourrez plus gérer seul. Donc, il faut embaucher des managers intermédiaires qu'on appelle dans le jargon des éleveurs. C'est eux qui sont spécialisés en recrutement de mules. Et cette fois, ils vont annoncer la couleur parce que pour 2% de commission, il y a des tas de gens qui sont prêts à faire des transferts. Ils vont aussi s'assurer de la fiabilité de la chaîne en faisant des petites transactions tests pour être sûr que l'argent arrive bien à destination. L'autre sujet, c'est qu'au vu des montants des transactions, chaque banque va exiger des justificatifs. Pour régler ce problème, il faut donner aux entreprises des activités fictives et tisser des relations commerciales entre elles. Vos mandataires vont signer des faux contrats et des fausses factures. Par exemple, une livraison d'ordinateur. C'est une technique très difficile à déceler parce que le responsable conformité, il va pas se rendre au port du Havre pour ouvrir les conteneurs. Cependant, attention quand vous rédigez vos factures, il y aurait des erreurs à ne pas commettre. On a découvert dans une banque lettonne que des employés corrompus avaient écrit un guide de fausses factures pour les nuls avec des conseils très précis. Par exemple, sur les conditions de livraison des marchandises. Si vous livrez un gros volume, vous devez choisir comme destination une usine près d'une gare ou d'un port. Sinon, c'est pas réaliste. Autre instruction, pour des montants inférieurs à 50 000 €, il faut absolument éviter Attendez, je dois bien l'écouter là. nombres ronds, parce que dans la vraie vie, les montants ne tombent jamais sur des sommes pile poil, sauf si vous faites du blanchiment. Maintenant, quand bien même les criminels multiplient les transactions, si leur argent reste en France, Tracfin ne va avoir aucun mal à les rattraper. L'agence travaille avec toutes les banques et peut accéder à n'importe quelle donnée. C'est ce qu'on appelle le droit de communication. Il faut que vous ajoutiez un nouvel ingrédient à votre cocktail, les frontières. En fait, Tracfin n'a pas d'autorité sur les banques étrangères. Pour obtenir des informations, ils doivent faire une demande de coopération à leurs homologues étrangers. Ça peut prendre du temps et certains États sont plus constructifs que d'autres. Conséquence, selon un ex-directeur de banque, les frontières sont ouvertes aux voleurs, mais fermées aux juges et aux policiers. Justement, récemment, un gang sud-africain a utilisé cette méthode. Après une arnaque au président spectaculaire, ils ont d'abord fait atterrir leur butin sur un bank drop aux États-Unis. Ensuite, l'argent a été parachuté sur 3 comptes en Afrique du Sud, puis dispersé dans une dizaine de banques pour finalement atterrir sur le compte individuel des criminels et être converti en voiture de luxe. Sauf que ils se sont fait attraper. Parce que aujourd'hui, franchir une frontière, ça ne suffit plus. En fait, dans les années 90, les États se sont dit qu'il fallait absolument qu'ils arrivent à mieux travailler ensemble.
et ils se sont dit ok, on va créer dans chaque pays une cellule de renseignement financier et toutes ces CRF vont collaborer entre elles le plus possible pour suivre les transactions. Et là, dans le cas du gang africain, ça a marché. FinCEN, la très puissante CRF américaine, a appelé la cellule d'Afrique du Sud qui a retracé le chemin de l'argent et gelé tous les comptes. Du coup, en tant que grand mafieux, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, il est possible de multiplier les franchissements de frontières. Dites-vous que chaque nouveau pays, c'est des demandes de collaboration et des emmerdes supplémentaires pour TracFin. En quelques minutes, vous allez faire circuler des centaines de milliers d'euros, mais derrière, les enquêteurs, ils vont peut-être mettre 6 mois à obtenir les informations dans chaque juridiction pour avoir la big picture. Et dans l'intervalle, vous aurez changé tout le circuit. Un autre élément, si vous voulez être sûr de semer vos poursuivants, c'est de passer par des pays qui cultivent le secret bancaire. C'est l'idée que les banques devraient protéger votre vie financière des regards indiscrets, notamment de l'État. Il y a un curseur extrêmement variable selon les pays. En France et aux États-Unis, on peut dire qu'il est nul, les impôts ont accès à tout. En revanche, au Vanuatu ou dans les îles Vierges, il est au maximum. Même les autorités ne voient rien. C'est ce qu'on appelle des paradis bancaires ou encore des trous noirs de la finance. Dans les années 80, il y a un génie de la finance qui s'appelle Frank Jurado et qui a poussé cette stratégie à un niveau industriel. À cette époque, le cartel de Cali a un problème. Ils stockent leur trésor de guerre sur des comptes au Panama. Mais l'argent n'est pas protégé. Au moindre soupçon, les États-Unis vont pouvoir faire pression sur le petit voisin pour enquêter et geler les comptes. Mais le cartel a réussi à recruter un brillant économiste colombien diplômé de Harvard, Frank Jurado. Rémunéré 1 000 $ par jour, il va imaginer pour eux un montage ultra sophistiqué, dont il décrit tous les rouages dans un mémoire de 20 pages. Il crée un processus en 5 étapes qui passe par des pays différents et des paradis bancaires, et qui vise à ajouter à chaque fois une nouvelle couche d'obfuscation. C'est ce qu'on appelle la classification de Jurado. Pendant 3 ans, l'argent va transiter du Panama vers 16 pays, 68 banques et 115 comptes. Jurado fait ce qu'on appelle une cavalerie. Il multiplie les transactions inférieures à 100 000 € pour que les millions atterrissent finalement dans une poignée de sociétés écrans en Europe. Son idée, c'est que toutes ces sociétés investissent ensuite en Colombie dans des activités propices au blanchiment. Mais pendant que l'argent transite entre la phase 3 et 4, entre Monaco et la Suisse, il se passe un événement inattendu. Sa banque à Monaco fait faillite. Les comptes sont audités et on découvre des milliers de transactions douteuses liées à Jurado et sa famille. La police fouille sa maison au Luxembourg et elle découvre son carnet avec les détails de toutes ses opérations. Jurado s'est fait arrêter, mais cette stratégie est plus que jamais valable. En 2020, Europol a démantelé une organisation tentaculaire qui proposait aux cybercriminels un service de blanchiment en kit, contre une commission de 50%. Le syndicat fournissait aux clients un bank drop et l'argent circulait ensuite dans un réseau de sociétés fictives, d'abord dans le pays d'origine, puis à l'étranger, pour finalement atterrir sur un compte au choix du client. Propre. Voilà, vous êtes désormais capable de faire disparaître des centaines de milliers d'euros. Mais il reste une décision à prendre. Où mettre tout cet argent? Cette fois, c'est pas du cash, donc vous pouvez pas l'injecter dans des petits commerces. Vous pouvez pas non plus le virer sur un compte en France, parce que le fisc vous attend au tournant. En fait, la meilleure solution, c'est peut-être de cacher votre trésor dans un paradis bancaire. Vous n'aurez pas idée du nombre de gens qui font ça. Les 3500 Français les plus riches cacheraient dans ces pays plus de 150 milliards d'euros. Et ça ne les empêche pas du tout d'en profiter en France. Concrètement, voilà comment ça se passe. Vous déposez votre argent sur le compte d'une société écran, gérée comme toujours par un prête-nom. Officiellement, rien ne vous rattache à cette société et personne, à part quelques initiés, ne sait qu'elle vous appartient. Mais cette société vous embauche pour des missions de conseil. Elle vous rémunère généreusement et même elle vous accorde des avantages en nature comme un véhicule de fonction, une villa au bord de la mer, bref, elle vous met bien. En parallèle, si vous voulez absolument sortir du cash, vous pouvez ouvrir un compte pour votre entreprise dans un pays proche de la France qui cultive le secret bancaire, comme par exemple la Suisse. En Suisse, vous aurez des cartes de retrait anonymes, donc utilisables partout dans le monde, il n'y a pas votre nom, il n'y a rien. Mais attention,
attention, l'État vous surveille. Si vous déclarez des revenus modestes, mais que vous avez le niveau de vie d'une diva, ça va attirer les soupçons. Et vous allez finir comme Hush Puppy. Hush Puppy, c'est un TikToker nigérian qui s'était installé à Dubaï. Et sur son compte Instagram, il justifiait sa fortune par 3 mots magiques, Real Estate Developer. Mais sur les réseaux, il pouvait pas s'empêcher d'afficher un train de vie complètement indécent. Du coup, les Américains ont creusé et ils ont appelé la police de Dubaï. Dans sa maison, on a trouvé 21 ordinateurs, 47 téléphones, 40 millions de dollars en espèces et 13 voitures de luxe. Hush Puppy était en réalité l'architecte d'un réseau mondial de blanchiment. Donc, faites profil bas et plutôt que de cramer votre pognon, gérez votre argent en bon père de famille. Vous pourriez par exemple investir dans des sociétés en faillite qui sont a priori moins regardantes. À ce sujet, on a récemment découvert qu'une mafia russe ciblait en particulier des clubs de foot en difficulté. C'est complètement ouf. Au Portugal, il y a un club qui s'appelle UD Leiria et qui s'est longtemps illustré en première division. Sauf que en 2012, c'est la déroute et ils terminent dernier du championnat. Ils sont donc relégués au niveau régional et le club fait faillite. Mais voilà que sorti du néant apparaît un généreux bienfaiteur, Alexandre Tolstikov. Comme vous vous en doutez, il n'est pas breton. Il dit au club qu'il est agent de joueurs en Russie et il déclare qu'il représente de mystérieux donateurs qui voudraient aider le club à s'en sortir. En quelques mois, il gagne la confiance de tout le board et il leur propose un plan pour sauver l'équipe. Toutefois, il impose une condition: racheter l'entreprise. Bien sûr, les modalités de ce rachat sont un peu bizarres parce que le club appartient désormais à 70% à une holding, elle-même détenue par un groupe russe qui lui-même dépend de plusieurs sociétés écrans enregistrées dans des paradis fiscaux. En fait, personne n'est capable de dire qui est le vrai propriétaire et d'où vient l'argent. Mais grâce à lui, le club repasse en Ligue 3, donc ça donne pas envie de chercher. Aujourd'hui, on peut encore racheter des entreprises comme ça, en cachant son identité réelle. Mais malheureusement pour les criminels, ça va être de plus en plus compliqué. Depuis 2017, il y a une directive qui impose à toute société non cotée de déclarer l'identité de ses bénéficiaires effectifs. Dans les faits, pour l'instant, seulement 2/3 des entreprises se sont soumises à cette obligation. Mais année après année, la pression ne fait qu'augmenter. Donc, il faut aller voir ailleurs. Et ça tombe bien, parce qu'il existe un autre secteur très rentable et qui n'est pas soumis à une déclaration de bénéficiaires effectifs, l'immobilier. Plus de 33 000 demeures ont été achetées par des personnes qui se disent chômeurs, étudiants ou femmes au foyer. Ce sont probablement des prête-noms. 11% des parcelles en France n'ont pas de propriétaire connu. C'est un secteur tellement opaque que tous les criminels l'ont intégré à leur portefeuille d'investissement. Mais ça n'est pas le plus intéressant en réalité, puisque l'immobilier pourrait résoudre votre principal problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser votre argent comme vous l'entendez. Vous vous faites prêter une villa, vous investissez en sous-main dans des entreprises, mais quoi que vous fassiez, vous devez toujours respecter la règle numéro 1. Votre train de vie doit être cohérent avec vos revenus déclarés. Le non-respect de ce principe a mis KO les 3 derniers criminels dont on a parlé. C'est le talon d'Achille de tous les blanchisseurs. Et ceux qu'on n'a pas attrapés, c'est souvent grâce à l'immobilier. Si vous vous y prenez bien, vous allez enfin pouvoir faire croire à l'État que vous vous êtes enrichi par des moyens légaux et que votre fortune est réglo. Pour y arriver, il y a une méthode qui a été popularisée par un certain Meyer Lansky. Lansky, c'était le conseiller financier de la Cosa Nostra, la mafia italienne aux États-Unis. Il avait été traumatisé par la chute d'Al Capone, réputé intouchable et qui s'était finalement fait condamner pour fraude fiscale. Lansky veut pas faire la même erreur. Alors il commence par dissimuler l'argent de la mafia en Suisse. Et ensuite, il élabore avec un banquier un système ingénieux pour pouvoir librement utiliser cet argent aux États-Unis. Ce système, ça s'appelle le prêt adossé. D'abord, Lansky demande à la banque suisse s'il peut souscrire un prêt de 5 millions de dollars. Pour obtenir un tel prêt, on doit généralement montrer à la banque qu'on est solvable. Mais Lansky n'a pas besoin de faire ça. Il va simplement déposer à la banque en garantie la même somme. Il dépose 5 millions de dollars pour obtenir 5 millions. Ça paraît bizarre, mais du coup, aux États-Unis, maintenant, il peut utiliser cet argent sans complexe. Si on lui pose des questions, il pourra dire qu'une banque étrangère lui a prêté cet argent à des conditions qui la regardent. Il va même pas avoir à payer d'impôts dessus. Et avec ses prêts adossés, il va construire une ville de casino dans le désert. J'ai nommé Las Vegas. On remercie les Suisses pour Las Vegas.
Dans les années 1950, les mafias américaines et siciliennes vont à leur tour utiliser cette technique. Grâce à ça, ils parviennent à constituer un réseau de milliers de pizzerias tenues par des Italiens et qui leur permet de distribuer l'héroïne sur tout le marché américain. C'est ce qu'on a appelé la Pizza Connection. Encore aujourd'hui, le prêt adossé est très populaire, en particulier chez les politiciens véreux. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre. Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Thomas Fabius, ils auraient tous fait des prêts adossés. Mais vous pourriez peut-être taper encore plus fort. Si vous êtes pressé et que vous avez de l'argent liquide à blanchir, il est possible de combiner cette méthode avec une autre technique repérée par Tracfin et apparemment très utilisée par les mafieux russes sur la Côte d'Azur. La fausse spéculation immobilière. Ça, c'est incroyable. Ce qu'ils commencent par faire, c'est qu'ils achètent un immeuble à un vendeur complice. Officiellement, ils le prennent à 50% de sa valeur. Disons à 1 million au lieu de 2. En réalité, sous la table, ils complètent avec du cash. Ensuite, ils vont faire des travaux. Et après quelques temps, ils revendent l'immeuble. Mais cette fois, ils ne l'évaluent pas à 1 million. Comme ils ont fait des travaux, ils estiment que le bien a pris de la valeur et ils le vendent à 2 millions. Sur le papier, ils ont fait une plus-value à la sueur de leur front et blanchi 1 million en cash. Bravo! Grâce à ces affaires, vous êtes désormais un self-made man, admiré par tous. Mais pour autant, est-ce que vous arrivez à dormir la nuit? Votre circuit de blanchiment a beau être robuste, il est entaché par un défaut. Il repose entièrement sur le système bancaire. Ce qui veut dire que, ultimement, il est traçable. En y réfléchissant un peu, il suffirait d'un sursaut de réactivité des banques ou de la pression des Américains sur un paradis bancaire pour que tout votre joli montage s'effondre. Il est donc temps de quitter les schémas traditionnels pour des techniques plus obscures. Allez. Si vous cherchez une alternative à la chaîne de virement, il existe une première méthode très difficile à détecter qui s'appelle le blanchiment par le commerce. Il n'y a pas très longtemps, la police irlandaise a démantelé un gang d'arnaqueurs au SMS qui utilisait cette stratégie pour exfiltrer des millions au Nigeria. En gros, voilà comment ça se présentait. Ils achetaient en ligne tout un tas de produits, de l'alcool, des vêtements, des ordinateurs, et ils se faisaient livrer tout ça au Nigeria. Et parfois en quantité énorme, genre 1,7 million d'euros de médicaments. Tout ce qui comptait, c'est que ça prenne pas trop de place et que ça se revende facilement. C'est un moyen hyper simple de faire une transaction de valeur entre deux pays sans passer par le système bancaire. Mais cette méthode a malgré tout un défaut. Elle implique une logistique de dingue. Il faut gérer l'arrivage de tonnes de marchandises, la distribution dans des dizaines de magasins. En réalité, il existe une autre approche plus simple et plus moderne. Ce sont les monnaies parallèles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Roblox? Roblox, c'est un jeu vidéo pour enfants, une sorte de grande cour de récréation virtuelle qui rassemble 50 millions de personnes. Dans cet univers, on peut acheter aux autres joueurs des accessoires et des jeux. Mais pour faire ça, on est obligé d'utiliser une monnaie spécifique qui s'appelle le Robux. Et bah, à l'occasion d'un procès, Roblox a dû jeter un œil aux transactions sur son marché. Et ils ont réalisé que des centaines de personnes utilisaient en réalité leur monnaie pour laver de l'argent sale. Une fois convertis en Robux, les fonds... Le seul joueur de Roblox que je connais, c'est Kramel. Tiens. voyager vers des joueurs complices par des centaines de microtransactions. Certains accessoires pouvaient être achetés au même vendeur plus de 50 fois. L'argent était comme ça dispersé, puis reconsolidé sur une poignée de comptes pour finalement être reconverti en dollars. Cette technique marche tellement bien que, en quelques années, les criminels ont investi la plupart des marchés internes ou dérivés de jeux vidéo. Minecraft, FIFA, WoW, Fortnite, mais il y a quand même une limite, c'est la taille des marchés. Si vous faites des achats en masse, même sur un groupe de joueurs, ça va finir par se voir. Sur le marché Steam de CSGO par exemple, les propriétaires du jeu ont réalisé que 99% des transactions servaient à faire du blanchiment. Du coup, ils ont dû débrancher la bourse quoi. Alors que pour le coup, il existe une autre catégorie de monnaie virtuelle qui pourrait vous permettre de brasser beaucoup plus. La crypto! C'est les cryptos. Eh ouais! Si on n'en a pas parlé tout de suite, c'est que les cryptos partagent grosso modo un inconvénient, leurs transactions sont publiques. Tout le monde peut voir en temps réel d'où vient l'argent et où il va. Mais il y a quand même des outils qui permettent de créer du brouillard. Et s'il y a une organisation cybercriminelle qui a appris à les utiliser parfaitement, c'est le groupe Lazarus. Lazarus, c'est le bras armé de la Corée du Nord, une milice de pirates dont
le seul objectif est de rapporter des gros sous pour financer le programme nucléaire de Kim Jong-un. Et il y a 5 ans, ils se sont retrouvés face à un défi. Ils avaient réussi à voler 4 milliards de dollars en crypto. Sauf que tout leur portefeuille était sur liste noire. Si jamais ils avaient déplacé leurs bitcoins sur un exchange pour les convertir en dollars, leurs fonds auraient été instantanément gelés. Alors, ils ont trouvé une méthode d'obfuscation extrêmement ingénieuse qui s'appelle la chaîne de pelage. En gros, de temps en temps, sans crier gare, ils se sont mis à déplacer les fonds très rapidement sur un grand nombre de portefeuilles à la suite. En réaction, tous ceux qui les surveillent vont s'efforcer de suivre leurs traces comme ça le plus vite possible, pour ne pas les perdre de vue. Mais tous ces gens vont manquer un détail. À chaque transaction, les pirates détournent discrètement une partie infime du flux vers d'autres portefeuilles. Et c'est ces bitcoins-là qui vont convertir en dollars. Qui plus est, dans une petite plateforme d'échange qui n'aura pas eu le temps de voir ce qui se passait. Et en fait, c'est même pire que ça parce que les Nord-Coréens, pour être bien sûrs de semer tout le monde, faisaient des chaînes de pelage, Et ça fonctionnait. Un peu. En fait, malgré l'ingéniosité du système, les volumes étaient pas fous. Ils ont pu blanchir comme ça qu'une infime partie de leurs milliards. Du coup, les pirates ont dû essayer autre chose. Un autre outil bien connu dans la crypto, j'ai nommé les mélangeurs. À l'origine, les mélangeurs sont pas criminels en soi. Ce sont des services qui permettent de casser la chaîne de traçabilité. En gros, voilà comment ça marche. Vous transmettez vos bitcoins à un pot commun qui va accueillir aussi les cryptos d'une dizaine de clients. Tous ces bitcoins sont mélangés et ensuite dispersés sur de nouveaux portefeuilles, avec des montants choisis au hasard et selon une temporalité aléatoire. Ce qui fait que de l'extérieur, c'est très difficile de savoir d'où vient l'argent et où il va. Idéal pour nos pirates qui récupèrent un portefeuille non blacklisté. Mais là aussi, il y a une limite. C'est que la dilution ne fonctionne que si on injecte des petites quantités. En réalité, si on fait le compte de ce que les pirates ont réussi à blanchir de leurs 4 milliards depuis 2020, on obtient le résultat de 50 millions par an. Quand on y pense, c'est pas beaucoup. Ce qui fait qu'il faut une dernière méthode qui permette de brasser des millions en échappant à toutes ces contraintes. Et j'ai nommé les casinos. Les Nord-Coréens l'ont aussi pratiqué brillamment. En 2018, ils parviennent à dérober 81 millions à la banque centrale du Bangladesh. Et pour faire disparaître cet argent, ils décident d'utiliser des casinos aux Philippines. Le plan est simple. D'abord, convertir l'argent en jetons, ensuite jouer sur des tables et finalement échanger les gains contre de la monnaie sur des comptes de joueurs complices ou en espèces directement. On peut se dire, est-ce qu'ils risquent pas de tout perdre au jeu ? Un expert raconte que dans des casinos marocains, il y a par exemple des joueurs qui misent sur les 37 cases de la roulette. Ils perdent beaucoup, mais au moins ils savent précisément leur rendement. De leur côté, les pirates nord-coréens font encore mieux que ça. Ils vont jouer à un jeu qui s'appelle le baccarat. Ça ressemble au blackjack et si c'est joué d'une manière très précise, il permet de minimiser les pertes à 10%. Sur un grand nombre de parties évidemment. Mais 50 millions, ça fait beaucoup de jetons à écouler quand même. Du coup, pour optimiser le processus, ils vont organiser des parties privées dans des salles fermées. Parties où il y a que des complices en fait. Semaine après semaine, ils vont miser des valises de jetons qui sont ensuite convertis en monnaie puis envoyés dans d'autres casinos à Macao où personne ne retrouvera jamais leurs traces. Roblox, Bitcoin, jetons de casino. Avec ces techniques, vous devenez le Jeff Bezos du crime organisé, à la tête d'une multinationale du crime qui vous rapporte chaque année des milliards. Mais du coup, là, même vos stratégies de blanchiment sophistiquées ne marchent plus. Les bitcoins et les casinos sont incapables de digérer autant d'argent. Et les banques ne sont pas aveugles. Du coup, les milliards s'accumulent dans des piscines souterraines et vous commencez à vous demander si vous n'allez pas simplement devoir tout brûler. Jusqu'à ce que vous fassiez la découverte du plus gros montage de blanchiment d'argent au monde qu'on ait jamais découvert, la laverie automatique. Un jour, il y a un homme en costard qui vient vous voir et qui vous fait une proposition déroutante. Il vous dit « Je peux blanchir vos milliards et en plus, ça va pas vous coûter 10 ou 15% de vos gains, comme ce que payent généralement les mafias. En fait, ça va vous coûter que 0,1%. Comment c'est possible ? En fait, votre mystérieux interlocuteur est ce qu'on appelle un bankster, un banquier qui a trahi sa profession. Il détient une banque respectable, il fait mine d'appliquer les règles anti-blanchiment, mais en souterrain, il travaille pour le crime. On pourrait penser que ce genre de comportement n'arrive que dans des petites banques régionales, mais en fait, pas du tout.
Dans les années 2010, on a découvert qu'une banque de rang mondial était de mèche avec des cartels mexicains. Les cartels récoltaient 50 milliards de dollars en espèces chaque année et tout le monde se demandait comment ils parvenaient à les placer si facilement dans le système bancaire. Et ben en fait, ils étaient de mèche avec HSBC. Les passeurs portaient des valises Samsonite ou des sacs de sport remplis de billets de $100 fraîchement sortis des rues de Los Angeles, Seattle, Chicago. Ils arboraient souvent des vestes en cuir avec le symbole des cartels de Sinaloa ou Los Zetas dans le dos. Ils tenaient de toute évidence à leur petit signe de reconnaissance. En 2016, dans la succursale de Mexico, les bandits se baladaient sans complexe avec le blason de leur cartel sur le dos. Et ils avaient droit à des guichets spéciaux pour faire passer leur sac de cash. Avec le temps, les Américains se sont rendus compte du petit manège et ils ont caché des caméras de surveillance à l'intérieur de la banque, ce qui leur a permis d'intenter un procès à HSBC. Mais après de longues années de procédure, la banque n'a finalement été condamnée qu'à payer une amende de 2 milliards de dollars. En gros, rien du tout. Et personne n'est allé en prison. Cette histoire est dingue. Bon, ça arrive pas non plus très souvent, mais parfois les criminels ne s'appuient pas sur une banque corrompue, mais seulement sur des insiders, des employés haut placés qui trahissent à l'insu de tous. En 2017, au Royaume-Uni, on a par exemple découvert un insider chez Barclays. Le chef des comptes personnels travaillait en secret avec un gang moldave. Il gérait pour eux un circuit de 400 comptes dans toute l'Europe, circuit qui leur a permis de blanchir 17 millions d'euros. Mais on n'a toujours pas répondu à notre question. Comment notre mystérieux bonhomme en costard peut faire tomber ses frais de blanchiment à 0,1%? Il se trouve que dans les années 2010, il y a un groupe de financiers en Europe de l'Est qui a trouvé la solution magique. Ils ont d'abord trouvé une banque qui fermerait les yeux sur l'entrée d'argent sale. Cette banque, c'est Lukijo Bankas, en Lituanie. Ensuite, ils ont créé un montage classique à base de sociétés fictives, de prête-noms et de fausses factures. Jusque-là, rien de nouveau. Mais pour baisser les coûts au maximum, ils ont eu une idée brillante. Cette fois, les sociétés fictives et tous les comptes en banque ne seraient pas à usage unique, comme toujours. Ils serviraient simultanément à tous les clients pour faire une maxi économie d'échelle. Sauf que pour que ça marche, il faut un volume de transactions suffisant. Des milliards et des milliards. Du coup, ils sont allés démarcher des centaines d'organisations criminelles avec leur pitch. Et ça a marché. Ça a donné une énorme pipeline que les journalistes baptiseront plus tard une laverie automatique. Si on le sait, c'est parce qu'en 2020, une fuite de données a révélé l'ampleur du système. Donc, on a plein d'infos. Accrochez-vous bien, la laverie impliquait 2900 entreprises responsables de 47 000 transactions pour un blanchiment total de 26 milliards d'euros. Et il y a un autre truc que cette fuite de données a révélé, c'est qu'il n'y avait pas qu'une seule laverie automatique. The Azerbaijani laundromat is a massive money laundering scheme. Donc n'ayez crainte, il y aura toujours une laverie automatique pour vous servir quelque part. Maintenant, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec votre nouvelle fortune? Avec 20 milliards, vous pourriez acheter 3 porte-avions, 100 Rafales ou envoyer 5 astronautes écrire votre nom sur la Lune. Mais bien sûr, vous n'allez pas faire ça, parce qu'il y a mieux. Prendre le contrôle de... Une pub, je suis dégoûté. Reste 4 minutes de vidéo. Putain, oh, vas-y, sebez-vous, wesh. De secteurs entiers de l'économie. En fait, des chercheurs se sont intéressés à l'impact des mafias sur l'économie de marché. Et ils ont identifié un phénomène assez dingue. Ça s'appelle la distorsion de concurrence. Les mafias italiennes sont les maîtres en la matière. En gros, ils prennent le contrôle de petits commerces, des restaurants par exemple, et ils se disent pourquoi on se contenterait de blanchir de l'argent? Parce que le restaurant, leur activité, ils en ont pas vraiment besoin. Donc ils peuvent casser leur prix, vendre à perte et conquérir tout le marché. On évince les autres, on gagne un monopole et ensuite, ni vu ni connu, on remonte les tarifs. En Italie, dans certains territoires, on a vu comme ça des pans entiers de l'économie basculer aux mains de la mafia. Le BTP, le tourisme, les entreprises de nettoyage, la restauration, ils contrôleraient maintenant 10% du PIB du pays. Mais avec ça, vous n'avez pas encore fini le jeu. Est-ce que le pouvoir économique vous suffit? En France, votre réussite dans les affaires vous attire la sympathie des masses. Après tout, vous êtes un honnête citoyen. Vous payez vos impôts, vous financez ce pays. Vous êtes finalement une sorte de bienfaiteur pour la France. Vous êtes même un Bernard Tapie du 21e siècle. Un homme parti de rien qui a montré qu'avec de l'effort et du mérite, tout est possible. Du coup, pourquoi ne pas vous présenter aux élections? Hein? Vous ne serez pas le premier à le faire.
Pablo Escobar a déjà tenté sa chance. En 1982, il candidate aux élections législatives et il fait tout pour gagner. Il fait pleuvoir l'argent sur sa circonscription, il construit des écoles, des stades de foot et il corrompt la presse locale. Et ça marche, le chef du cartel de Medellín se retrouve député à l'Assemblée nationale colombienne. Sauf que, quand même, sa réputation le précède. Le gouvernement peut pas accepter ça, donc ils diligentent une enquête et ils parviennent à prouver qu'il a financé sa campagne par des moyens occultes. Son élection est annulée. En fait, si vous envisagez de prendre la lumière, vous devez vous attendre à ce que votre histoire soit passée au peigne fin. Or, vous avez beau avoir tout fait pour laver votre fortune, est-ce que vous êtes sûr que si quelqu'un fouille bien, il va pas trouver quelque chose? C'était exactement le problème de Joe Kennedy. Pendant la Prohibition, il fait de la contrebande d'alcool et en s'alliant avec la mafia new-yorkaise, il devient milliardaire. Mais lui, son vrai objectif, c'est gagner la Maison Blanche. Pour y arriver, sa stratégie est déjà de se rapprocher du prochain président. Lorsque Roosevelt se présente en 1933, il fait tout pour l'aider. Il utilise ses réseaux et dépense sans compter. Il va jouer un rôle clé dans son élection. Mais une fois au pouvoir, c'est l'échec. Roosevelt le rejette à cause de sa réputation. Donc, il change de stratégie et il mise tout sur son fils. Pendant des années, il le garde soigneusement éloigné de ses affaires. Comme ça, lui reste blanc comme neige. Et finalement, en 1960, il le lance à la primaire démocrate. Pour le faire gagner, il met le paquet. Il achète les votes des délégués dans tous les États clés. Et la suite, vous la connaissez. John Fitzgerald Kennedy deviendra le 35e président des États-Unis. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Canos, tu voulais pas ouvrir un kebab, toi? Un kebab, ça peut marcher, non? Ah, mais en vrai, c'est risqué de fou. Ça, moi, je fais tout bien. Prenez-moi de l'argent, les gars, c'est pas grave. Juste me cassez pas les couilles. Payez-moi les taxes, ça me va. Les impôts, que vous voulez. Me cassez pas la tête. C'est vrai qu'en fait, il a juste dit des... Il a pas dit comment faire quoi, il a juste expliqué des histoires. Est-ce que tu peux faire le même concept que Cram où tu fais gagner les revenus pub? Oh, ça sera que 10 €, mais c'est toujours ça. Ouais. Ouais, 10 €, ça me va, moi.